Il y avait une clause dans un testament que personne n'avait jugé utile de lui dire. Il y avait un duc qui aurait pu la demander en mariage et qui avait choisi, pour des raisons qui ne prenaient sens qu'à 3 heures du matin, de ne pas le faire tout de suite. Et il y avait une femme qui, ce soir-là, pliait un manteau élimé sur son bras avec la tranquillité de quelqu'un qui vient de fermer un compte et se tient prêt à partir. « Faites-la entrer telle qu'elle est, dit la belle-mère, et que personne ne lui prête un châle. » La phrase tomba dans le vestibule comme une pièce sur le marbre. Elle roula, elle tinta, et elle s'immobilisa au pied de l'escalier, là où la lumière des bougies n'allait plus. Louise entendit chaque mot se poser. Elle ne bougea pas la tête. Elle avait cette façon de recevoir les choses dures droit devant elle, sans un pli de travers, comme on reçoit un paquet qu'on rangera plus tard. On l'envoyait au bal non pour qu'elle y dansât, mais pour qu'on l'y vît en haillons. Une leçon administrée devant 300 bougies. Elle comprit cela en un souffle, et elle referma la main sur le col râpé de son manteau, et elle ne dit rien. Février 1816, Paris, hôtel de Régneux. Un hiver avare qui commençait gris sans conviction et finissait gris avec détermination. La neige tenait sur les toits d'ardoise et fondait dans les rues en une boue couleur d'étain. Louise avait 23 ans, les mains rougies par l'eau froide, et cette manie de plier le linge en rectangles si nets qu'on les eût pris pour des lettres cachetées. Sa robe de bal, car c'en était une, à force de générosité du mot, avait été reprisée au coude gauche, avec un fil presque de la bonne couleur. Presque, et l'ourlet remonté 2 fois portait la mémoire de 2 autres tailles. Elle passait le pouce sur le bord de sa manche, comme d'autres égrènent un chapelet. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire ce soir. La ville, l'heure qu'il est chez vous. Je les lis tous, un par un. Et si ces histoires de ducs et de dames font respirer votre cœur un peu plus lentement, laissez ici votre abonnement. C'est ma manière silencieuse de savoir que vous êtes revenu. Ceci est une œuvre de fiction située dans la France de la Restauration. Les personnages, les noms et les situations sont entièrement imaginaires et toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels ne serait qu'une pure coïncidence. Il faut remonter un peu pour comprendre comment une jeune fille en arrive à tenir son propre manteau comme un bouclier au bord d'une salle de bal. Il faut revenir de quelques rues et de quelques mois. Le père de Louise, Armand Delfeuille, était mort au mois d'octobre précédent, un mardi, sans fièvre spectaculaire et sans testament, que l'on crut compliqué. C'était un homme de commerce honnête, propriétaire d'une terre en Touraine qu'on appelait le domaine de Charmes, et d'un hôtel modeste à Paris qu'il avait meublé sans excès. Il avait épousé en secondes noces une femme qui s'appelait Hortense, veuve elle-même, et qui avait apporté dans la maison 2 filles d'un premier lit, une belle robe de dentelle noire, et l'art de faire sentir aux autres qu'ils occupaient une place qu'on aurait pu employer mieux. Louise était la fille du premier mariage d'Armand. Sa mère était morte quand elle avait 7 ans. Elle avait grandi entre un père distrait de tendresse et une belle-mère attentive à tout ce qui pouvait se compter. Le jour de l'enterrement, il avait plu. Louise se souvenait de la pluie mieux que du reste. La pluie sur le drap noir, la pluie sur les épaules du notaire, la pluie qui n'entrait pas dans l'église mais attendait à la porte comme un créancier patient. Après, on était rentré à l'hôtel de Régneux et Hortense s'était assise dans le fauteuil du mort. Et à partir de ce jour, Louise avait cessé d'être une fille de la maison pour devenir quelque chose de plus utile et de moins nommé. On ne l'avait pas chassée. C'eût été trop clair, et Hortense n'aimait pas le clair. On lui avait simplement retiré un objet après l'autre, tout ce qui aurait pu ressembler à un droit. Sa chambre au premier était devenue trop grande pour une jeune personne seule, et on l'avait montée au 3e, sous le toit, où l'eau du bassin gelait dans la cuvette les matins de janvier. Ses gages, car on lui donnait désormais des gages sans dire le mot, étaient de 20 francs le trimestre, et encore fallait-il les demander. On lui avait confié le linge, parce qu'elle le pliait mieux que les bonnes. Puis l'argenterie, puis les comptes de la cuisine, parce qu'elle savait additionner sans se tromper et qu'Hortense trouvait cela commode. Louise faisait tout cela sans se plaindre. Ce n'était pas de la douceur, c'était de l'économie.
Elle avait compris très tôt qu'une plainte, dans cette maison, se retournait toujours contre celui qui l'énonçait, et elle rangeait donc ses plaintes comme elle rangeait les draps, pliés, serrés, empilés, oubliés. Elle avait, pour survivre, la patience d'un fleuve. Elle usait la pierre sans hâte. L'escalier de service, qu'elle montait 20 fois par jour, avait une rampe d'acajou usée au 3e degré, à l'endroit exact où la main se pose quand on est fatigué et qu'on ne veut pas le montrer. Sa chambre donnait sur une lucarne qui ouvrait sur le jardin en contrebas, un jardin à la française rendu à l'anglais par le manque de soins, où 2 ifs taillés jadis en cône reprenaient lentement la forme que la nature leur préférait. Le soir, quand la maison dormait, Louise s'asseyait sous la lucarne avec une chandelle qu'elle payait sur ses 20 francs. Et elle cousait, ou elle lisait, ou elle ne faisait rien du tout, ce qui était son luxe le plus cher. Elle gardait dans une poche cousue à l'intérieur de son corsage, contre la doublure, un objet qu'elle n'avait montré à personne. C'était un mouchoir de son père, un carré de batiste marqué d'un A brodé dans un coin, et plié bien sûr, en un rectangle parfait. Elle y avait glissé, entre 2 épaisseurs de toile, un morceau de papier qu'elle avait trouvé dans les affaires d'Armand le lendemain de sa mort, avant qu'Hortense ne fît fermer le secrétaire. 3 lignes d'une écriture qui tremblait. « Ma Louise, ce qui est à toi te reviendra. Quand celui à qui je l'ai confié jugera le moment venu. Ne demande rien à personne. Attends. » Elle n'avait rien compris à ces 3 lignes. Elle les avait relues 100 fois. Elle avait fini par les ranger, elles aussi, faute de savoir où les mettre autrement. Voilà ce qu'elle était, la jeune fille qu'on envoyait au bal en haillons, une femme calme au dehors et ordonnée au dedans, qui portait sur elle, sans le savoir tout à fait, la clé d'une porte dont on lui avait caché jusqu'à l'existence. L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt. Elle était adressée à Mademoiselle Delfeuille et aux demoiselles de Régneux. Et c'était cela, ce nom oublié qu'on lui remettait par erreur d'un secrétaire trop scrupuleux qui avait tout déclenché. Le bal était donné par la marquise de Sombreval, une vieille dame qui recevait chaque hiver le meilleur de Paris dans un hôtel du Faubourg où l'on disait que les bougies coûtaient plus que la dot d'une sous-préfète. Hortense tenait à y paraître. Ses 2 filles, Camille et Adèle, avaient des robes neuves commandées chez une faiseuse de la rue Saint-Honoré. L'une bleu de ciel, l'autre couleur d'abricot, et elle répétait depuis 8 jours les 3 révérences et les 2 sourires qu'on emporte à ces soirées comme on emporte un éventail. Le nom de Louise sur l'invitation avait été, pour Hortense, une contrariété. Puis, en une nuit, la contrariété était devenue une idée. Car il n'y a rien qu'une femme comme Hortense de Régneux déteste davantage qu'un droit qu'elle ne peut pas nier tout à fait. Et il n'y a rien qu'elle aime mieux que de transformer ce droit en humiliation. Louise irait donc. Louise était invitée, après tout, il n'y avait pas à discuter. Louise irait telle qu'elle était. « Tu n'as pas de robe ?» avait dit Hortense un matin, sans lever les yeux de sa tasse. « C'est fâcheux, mais on ne va tout de même pas faire coudre une robe à une fille qui plie si bien le linge. Tu mettras celle du grenier. » La robe du grenier était une robe de deuil de la première Madame Delfeuille, la mère de Louise, une robe de 20 ans d'âge, gris fer, dont la soie avait pris la couleur d'une eau où l'on a lavé du charbon. Elle avait été rangée là après la mort, et personne n'y avait touché. Louise la descendit, la nettoya, la reprisa au coude, remonta l'ourlet. Elle passa 3 soirs à la rendre décente. Elle ne dit pas que c'était la robe de sa mère. Elle savait qu'Hortense s'en servirait. Elle la porta comme on porte un secret, soigneusement. Le soir du bal, alors que le froid mordait sous la porte cochère et que l'attelage attendait, Louise descendit avec, sur le bras, le manteau élimé qui était tout ce qu'elle possédait pour se couvrir les épaules. Camille et Adèle avaient des pelisses doublées de renard. Louise avait demandé à voix basse à la première femme de chambre s'il restait au vestiaire un châle qu'on pût lui prêter, seulement pour la voiture, seulement pour ne pas grelotter. La femme de chambre était allée le demander, et c'est là qu'Hortense, du haut des 3 marches, avait laissé tomber sa pièce sur le marbre. Faites-la entrer telle qu'elle est, et que personne ne lui prête un châle. Ce fut tout,
Personne ne répondit. Camille eut un petit rire qu'elle rentra dans son éventail. Adèle regarda ailleurs, parce qu'Adèle, au fond, n'était pas mauvaise, seulement lâche, ce qui produit à peu près les mêmes effets. Et Louise plia son manteau sur son bras, comme un linge, et monta dans la voiture, et regarda défiler par la vitre embuée les réverbères qui pleuraient de la lumière jaune dans la boue. Elle ne pleura pas. Elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle rangea, elle prit l'insulte, la plia en un rectangle net et la posa sur la pile avec les autres. L'hôtel de Sombreval ce soir-là brûlait de tous ses feux. On y montait un grand escalier de pierre entre deux haies de valets en livrée et l'on débouchait dans une enfilade de salons où 300 bougies faisaient trembler l'or des lambris. Il y avait des femmes en gaze et en perles, des officiers en habits brodés, des vieillards à croix qui parlaient bas dans les embrasures. Il y avait de la musique, un orchestre caché derrière une balustrade, et il y avait cette rumeur particulière des salles pleines, faites de 1000 conversations qui, additionnées, ne disent rien. Louise entra dans cette rumeur, et la rumeur, à mesure qu'elle avançait, s'ouvrit autour d'elle comme l'eau autour d'une pierre. On la regardait. On regardait la robe grise reprisée, l'ourlet 2 fois remonté, les mains rouges qu'aucun gant n'avait couvertes parce qu'elle n'avait pas de gants. Camille et Adèle s'étaient éloignées d'elle dès le seuil, avec l'aisance de qui a répété la manœuvre. Hortense saluait la marquise de Sombreval avec une grâce dont Louise savait le prix exact. Et Louise resta seule au bord de la salle, dans son silence qui grandissait, le manteau enfin cédé à un valet, les bras nus dans une lumière qui n'était pas faite pour elle. Elle se tint droite. C'était sa seule arme et elle en usa. Elle regarda un point médian entre le lustre et la fenêtre, ce point neutre où le regard ne rencontre personne, et elle attendit que la soirée passât sur elle comme la pluie passe sur une pierre, sans l'entamer. Qu'est-ce que la salle savait? Qu'est-ce que les groupes chuchotaient derrière les éventails ouverts? Qu'est-ce que voulaient dire les sourcils levés de l'autre côté des tables où l'on servait le punch? Elle ne le saurait pas, et cela lui était égal. On l'avait envoyée là pour être vue. Elle serait vue donc, et rien de plus. On ne lui prendrait pas, en plus de la robe, la tenue. Ce fut dans ce silence que le duc de Vernon traversa la salle. Elle ne sut pas d'abord que c'était lui. Elle vit d'abord que la rumeur, autour d'un point de la salle, se modifiait, se resserrait d'un côté, s'écartait de l'autre, comme l'eau autour d'un objet qui avance. Puis, elle vit l'homme. Il était grand, vêtu de noir sans un bijou, la mise austère, le visage de quelqu'un qui a cessé depuis longtemps de vouloir plaire et qui a trouvé dans ce renoncement une sorte de repos. Il n'était plus tout à fait jeune. Il avait peut-être 38 ans, peut-être 40, l'âge où le visage se fait à ce qu'il a vécu. Il marchait droit vers elle, sans hâte, et la salle le suivait des yeux, et la salle, en le suivant des yeux, se mit à suivre des yeux aussi la fille grise vers qui il allait. Il s'arrêta devant elle. Il n'offrit ni compliment ni pitié. Il inclina la tête, à peine, ce qu'on doit à une inconnue, et il dit, à voix basse, la voix de quelqu'un qui lit un contrat qu'il connaît par cœur, « Votre père, mademoiselle, a laissé un codicille. » Louise ne sia pas. Il y avait quelque chose dans la manière dont il avait dit « Votre père », sans emphase, comme on pose un fait sur une table, qui interdisait la surprise bruyante. Elle attendit la suite. Elle avait appris à attendre. « Le domaine de charme vous revient en propre, dit-il. Votre belle-mère l'a su le jour même de l'enterrement. En propre. » Les 2 mots changèrent la couleur de l'air. Une terre, un revenu, une porte, tout ce temps dont on lui avait caché la clé dans la poche même où elle rangeait ses mouchoirs. Elle pensa, absurdement, aux morceaux de papier pliés contre sa doublure, aux 3 lignes tremblées. « Ce qui est à toi te reviendra, quand celui à qui je l'ai confié jugera le moment venu. Celui à qui je l'ai confié. » Elle regarda l'homme en noir. Elle comprit, sans encore savoir comment, qu'elle avait devant elle l'homme de la phrase. « Et vous, monsieur, demanda-t-elle, quand l'avez-vous su ?»« Depuis le début. J'étais l'exécuteur testamentaire. » Voilà donc l'homme qui s'était tu.
Depuis le mois d'octobre, depuis la pluie sur le drap noir, il savait. Il avait su le jour de l'enterrement ce qu'Hortense avait su ce même jour, et il n'avait rien dit. Louise sentit monter en elle quelque chose qui aurait pu, chez une autre, devenir de la colère. Elle l'a reconnue, elle la nomma, elle la rangea. Il serait temps de comprendre. Elle avait attendu 4 mois sans savoir qu'elle attendait. Elle pouvait bien attendre 1 minute de plus pour la raison. « Vous vous êtes tue, dit-elle. Ce n'était pas une question. « Je me suis tue, répondit-il. Il ne se justifia pas. Il avait l'expression de quelqu'un qui a pesé son silence pièce à pièce et n'a pas l'intention d'en marchander le poids ce soir. Il y eut alors, entre eux deux, dans ce coin de salle où 300 personnes faisaient semblant de ne pas regarder, un moment qui n'appartenait qu'à eux. La musique tourna dans une contredanse. Quelqu'un rit, très loin. Une bougie, quelque part, coula sur son bobèche avec un bruit qu'on n'entend jamais dans le silence des salles et qu'elle entendit pourtant. Le duc de Vernon la regardait et son regard n'avait rien d'un compliment, rien d'une pitié. C'était le regard de quelqu'un qui vérifie un compte et le trouve juste. « Je vous demande votre main cette nuit, dit-il enfin. Elle crut avoir mal entendu. Elle n'avait pas mal entendu. Il continua du même ton posé, sans presser, comme on ajoute une clause à un acte. « Non pour vous sauver. Une femme qui possède charme n'a besoin d'aucun sauvetage. Je vous la demande parce que je préfère l'épouser riche, afin qu'on ne dise jamais que je l'ai prise pauvre. » C'était pour un homme comme lui presque de la tendresse. Louise mit un temps à le comprendre, et quand elle le comprit, elle sentit le sol se tenir un peu mieux sous ses pieds. Il ne lui offrait pas l'aumône d'un mariage. Il lui offrait le contraire, la possibilité de n'être jamais, aux yeux du monde, une fille sauvée. Il attendait qu'elle fût debout sur son propre bien avant de lui tendre la main, pour que le geste ne pût jamais être lu comme une charité. Il y avait, dans ce calcul, une délicatesse que personne dans cette salle n'aurait su voir, et qu'elle vit. Elle pensa à Hortense, en haut des 3 marches. Elle pensa au châle refusé. Elle pensa au conte qu'on croyait clos et qui, décidément, ne l'était pas. Puis elle pensa au domaine de Charmes, à cette terre qu'elle avait vue une fois, enfant, un été, avec un père encore vivant et une mère à peine morte, et elle se rappela une serre au bout d'un jardin, une serre chaude où poussaient des orangers dans des caisses et l'odeur verte de cette terre-là, un après-midi de son enfance. « J'accepte, dit-elle. » Elle avait dit cela sans un tremblement. Puis elle ajouta, et sa voix, cette fois, se fit nette comme le pli d'un linge. « Mais le codicille sera lu demain, à voix haute, devant elle. » Le duc de Vernon la regarda une seconde de plus qu'il n'était nécessaire. Il n'y eut pas de sourire, il n'était pas homme à sourire dans une salle de bal, mais il y eut, au coin de sa bouche, quelque chose qui n'était pas tout à fait rien. Il inclina de nouveau la tête. « Il sera lu, dit-il, à voix haute, devant elle. » Ah, et il s'éloigna, et la rumeur se referma derrière lui, et Louise resta seule au bord de la salle, dans sa robe grise reprisée, les bras nus, le cœur battant d'un rythme qu'elle ne connaissait pas encore, et qui n'était ni la peur ni la joie, mais quelque chose entre les deux qui n'avait pas de nom. Ah. Elle rentra ce soir-là dans la voiture d'Hortense, entre Camille et Adèle, qui ne lui adressèrent pas la parole. Personne ne savait encore ce qui s'était dit dans le coin de la salle. Hortense avait remarqué, bien sûr, que le duc de Vernon avait parlé à sa belle-fille. Cela n'avait pas échappé à 300 personnes et elle en était fort mécontente, mais elle mettait cet accident sur le compte d'une méprise, d'une charité de grand seigneur, d'un mot jeté à une pauvre fille par ennui. Elle se trompait sur toute la ligne, et Louise, dans le coin de la voiture, regardait défiler les réverbères et gardait pour elle, pliée serrée, la plus grande nouvelle de sa vie. Des mois plus tard, quand quelqu'un ouvrirait le tiroir d'acajou du secrétaire de Charmes et y trouverait, sous une pile de lettres, un mouchoir marqué d'un A, on ne saurait pas que tout avait tenu. Une nuit de février, à 300 bougies, et à une phrase dite à voix basse. Mais nous n'en sommes pas là, nous en sommes au lendemain. Le lendemain, à 11 heures, un notaire se présenta à l'hôtel de Régneux.
C'était un homme sec, tout en noir, qui portait sous le bras une serviette de cuir fatiguée et sur le visage l'impartialité professionnelle de qui a lu trop de testaments pour s'émouvoir d'un seul. Il s'appelait Maître Faucheron. Il avait été convoqué la veille au soir, par un billet du duc de Vernon, à une heure où les notaires dorment, et il était venu tout de même parce qu'on ne fait pas dire deux fois les choses à un duc. Hortense le reçut au salon avec la mine de quelqu'un qui sent le sol bouger sous le tapis et refuse de le croire. Elle ne savait pas encore ce qui allait se lire. Elle savait seulement que le duc de Vernon avait exigé cette lecture et que le duc de Vernon était exécuteur testamentaire de Feu, son mari, et que ces deux faits réunis avaient une couleur qu'elle n'aimait pas. Ses filles étaient là, mal réveillées, sans comprendre. Louise se tenait debout près de la fenêtre, dans une robe de tous les jours, les mains jointes devant elle, calme comme une eau dormante. Le duc arriva à 11h30. Il salua Hortense avec une correction qui ne concédait rien. Il ne regarda Louise qu'une fois, brièvement, et ce regard ne dit rien que personne put entendre. Puis il fit un signe au notaire, et le notaire ouvrit sa serviette de cuir, et il en tira un acte plié en 3, et il commença de lire. Il lut d'abord le testament principal d'Armand Delfeuille, celui qu'Hortense connaissait, celui qui lui laissait l'hôtel de Paris, les meubles, une rente. Hortense écoutait avec l'assurance de qui est en terrain connu. Puis le notaire tourna une page et il dit « Suis un codicille, daté du 12 septembre 1815, signé de la main du testateur et déposé en mon étude le lendemain. » Hortense pâlit sous sa dentelle. Elle savait, elle avait toujours su. Mais savoir une chose seule dans le secret d'un cabinet et l'entendre lire à voix haute devant témoins, ce sont deux choses très différentes, et la seconde a le poids que la première n'a pas. Le notaire lut. Le codicille disait qu'Armand Delfeuille, saint de corps et d'esprit, léguait à sa fille Louise, née de son premier mariage, la pleine propriété du domaine de Charmes, en Touraine, avec ses terres, ses bâtiments, ses revenus, et notamment les fermages de la Métairie du Nord, que ce legs était fait en propre, hors de toute communauté, que l'exécution en était confiée à monsieur le duc de Vernon, ami de longue date du testateur, avec charge d'en informer la légataire au moment qu'il jugerait opportun, et que nul dans la maison de Régneux ne pourrait s'y opposer sous aucun prétexte. Louise écoutait tomber les phrases une à une. Ses mains, sans qu'elle y pensât, s'étaient mises à plier et replier le petit mouchoir qu'elle avait tiré de sa poche, un carré de batiste marqué d'un A en un rectangle parfait. C'était le geste tranquille de qui vient de solder une dette ancienne et n'a plus désormais qu'à ranger. Hortense se leva. Elle avait retrouvé sous le choc un peu de sa vieille voix. « C'est un faux, dit-elle. » Le notaire ne leva pas les yeux de son papier. « Le testateur l'a signé devant moi, madame. Il n'est pas faux. Mon mari n'avait plus toute sa tête. En septembre. Il l'avait assez, dit le duc de Vernon, pour reconnaître ce qui était à sa fille et vouloir le lui rendre. Il avait parlé sans élever la voix. Hortense se tourna vers lui et pour la première fois dans ce salon, elle vit contre elle non pas une belle fille sans armes, mais un homme qui portait un nom, une fortune et une volonté. Elle mesura tout cela en un instant et elle fit ce que font les gens habiles quand ils sentent qu'ils ont perdu la première manche. Elle se tut et elle sourit et elle attendit la seconde. « Eh bien, dit-elle enfin d'une voix trop douce, si telle était la volonté de mon pauvre mari, il faut la respecter. Louise, ma chère enfant, je me réjouis pour toi. Une terre, c'est une charge. Tu verras, les terres ont des dettes. » Elle avait dit cela, les terres ont des dettes, en regardant Louise droit dans les yeux, et Louise comprit que la partie ne faisait que commencer. Le duc de Vernon prit congé peu après. Sur le seuil, il se tourna vers Louise et il lui dit à voix presque ordinaire, de sorte qu'Hortense l'entendit. « Mademoiselle, avec votre permission, je viendrai vous entretenir demain des affaires du domaine. Il y a des dispositions à prendre. Je vous recevrai, monsieur, répondit Louise. Et il partit. Et Hortense, dès que la porte fut refermée, se tourna vers sa belle-fille avec un visage d'où toute douceur avait été retirée comme on retire une nappe.
Tu crois avoir gagné quelque chose, dit-elle. Tu ne sais rien de ce que tu as gagné. Non, dit Louise, mais je vais l'apprendre. Ce fut en apparence une victoire. Louise avait une terre, un revenu, un mari annoncé, et le monde entier, qui l'avait vue en haillons la veille, apprendrait dans la semaine qu'elle avait un duc. Et pourtant, dès le lendemain, quand le duc de Vernon revint, avec sous le bras non plus le codicille, mais un registre de comptes relié de veaux bruns, Louise comprit qu'Hortense n'avait pas parlé en l'air. Ils s'installèrent dans la petite bibliothèque du rez-de-chaussée, celle qui donnait par une porte-fenêtre, sur le jardin en contrebas, là où les deux ifs reprenaient leur forme naturelle. Il faisait froid. Une bonne alluma le feu. Le duc ouvrit le registre sur la table, et il tourna vers Louise les pages couvertes d'une écriture serrée, et il commença de lui montrer ce qu'était, au juste, un domaine. Charmes rapporte, dit-il, en année moyenne, autour de 4000 francs. C'est une belle terre, mais votre père, ces dernières années, a laissé aller certaines choses. La métairie du Nord n'a pas été relevée, la toiture du logis prend l'eau du côté couchant. Et il posa le doigt sur une ligne, cette créance. Louise se pencha. La créance était petite, c'était même sa petitesse qui frappait. 147 francs et 11 sous, portés au débit du domaine, au profit d'un créancier nommé dans la marge d'une écriture qu'elle ne connaissait pas. 147 francs, dit-elle, ce n'est rien. Ce n'est rien, dit le duc, et c'est tout. Regardez le nom. Elle regarda le nom. Le créancier s'appelait Hortense Delfeuille, né de Régneux. Il y eut un silence. Le duc ne le rompit pas. Il avait l'expression de quelqu'un qui a laissé exprès une question posée sur la table et attend de voir combien de temps la personne d'en face mettra à la ramasser. Louise la ramassa vite. Elle a fait porter une créance de sa main contre mon domaine, dit-elle. Une petite somme, assez petite pour qu'on la croie vraie, assez petite pour qu'on ne la conteste pas. Et si je ne la conteste pas, je reconnais qu'elle a un droit sur Charme. Et si vous la reconnaissez un droit, dit le duc, elle en fera valoir un autre, plus grand, l'an prochain. Une créance appelle une créance. C'est ainsi qu'on mange une terre. Non par grands morceaux, mais par petites bouchées qu'on n'ose pas recracher. Louise resta un moment à regarder ce nom dans le registre. 147 francs et 11 sous. Elle songea au châle refusé la veille au soir, à la robe grise, à la lucarne du 3e étage. Hortense n'était pas femme à frapper fort. Elle était femme à saigner lentement. « Que dois-je faire ?» demanda Louise. Et ce fut la première fois qu'elle demandait quelque chose à cet homme. Le duc referma le registre. « Rien pour l'instant, dit-il. On ne conteste pas une créance en criant. On la conteste en cherchant sa pièce. Toute créance vraie a un titre, un billet, une reconnaissance, une lettre. Si celle-ci en a un, nous le verrons, et nous paierons 147 francs et 11 sous, et ce sera fini. Si elle n'en a pas, il marqua un temps, alors ce n'est pas votre belle-mère qui vous doit des comptes, c'est elle qui en devra. Il se leva, il remit le registre sous son bras, et avant de partir, il ajouta sur ce ton égal qui était le sien et où Louise commençait à distinguer, comme on distingue peu à peu les objets dans une pièce obscure, des nuances. Le domaine a une serre, mademoiselle. Votre père l'avait fait bâtir pour votre mère. Elle est en mauvais état, mais elle tient encore. J'ai donné ordre qu'on la chauffe. Il serait dommage qu'elle gèle avant que vous l'ayez revue. Louise leva les yeux. Il ne la regardait pas. Il regardait par la porte-fenêtre le jardin gris de février. « Merci », dit-elle. Il inclina la tête et sortit. Ainsi commença ce que la ville, dans les semaines qui suivirent, appela des fiançailles, et qui fut d'abord pour Louise un long apprentissage. Elle avait passé 4 mois à plier du linge dans un grenier. Elle passa les semaines suivantes à apprendre ce qu'était un fermage, un terme, un arrérage, une servitude de passage. Le duc de Vernon venait 2 ou 3 fois la semaine. Il apportait des registres, des lettres de régisseurs, des états de récolte. Il lui expliquait tout avec la patience d'un homme qui ne jette jamais 2 fois la même phrase
Et Louise, qui savait additionner et qui savait attendre, apprenait vite. Il se voyait tantôt dans la petite bibliothèque de l'hôtel de Rénieux, sous l'œil d'Hortense, qui trouvait toujours un prétexte pour traverser la pièce. Tantôt chez la tante du duc, la vieille marquise douairière de Vernon, qui habitait un hôtel au Marais et qui avait pris Louise sous une protection bourrue. Car il fallait une chaperonne, et le monde eût jasé si le duc avait reçu seul, chez lui, une jeune fille non mariée. La marquise douairière remplissait cet office avec une mauvaise humeur de façade et une bienveillance qu'elle cachait mal. C'était une femme de plus de 70 ans, sourde d'une oreille, qui disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas, et qui avait pris Louise en amitié pour la seule raison, disait-elle, qu'elle n'avait pas peur d'elle. « Les autres ont peur de moi », disait la douairière. « C'est fatigant, les gens qui ont peur. Vous, mon enfant, vous m'écoutez comme si j'étais une personne. C'est reposant. C'est chez cette vieille dame, un après-midi de neige, que Louise apprit la première chose qu'elle sut du passé du duc. Elles étaient assises au coin d'un feu, la douairière et elle, et le duc était dans la pièce voisine avec un homme d'affaires, et la vieille dame, remuant les tisons, dit, sans qu'on lui eût rien demandé, « Il a été marié, vous savez, mon neveu. » Louise ne dit rien. Elle avait appris qu'avec la douairière, le silence tirait plus de mots que les questions. Elle s'appelait Marguerite, poursuivit la vieille dame. Une jolie personne. Ils se sont mariés jeunes, par amour, ce qui est une folie qu'on paie toujours. Elle est morte en couche, il y a 6 ans. L'enfant aussi. Depuis, il est comme vous le voyez. Il ne sourit pas beaucoup. Les gens disent qu'il est froid. Les gens sont des imbéciles. Que sont-ils alors ? Demanda Louise à voix basse. La douairière la regarda par-dessus ses lunettes. « Il n'est pas froid, dit-elle. Il est prudent. Ce n'est pas la même chose. Le froid ne sent rien. Le prudent sent trop et se méfie de ce qu'il sent. Mon neveu a aimé une fois. Il l'a perdue. Et il a décidé de ne plus jamais vouloir une chose au point de mourir de la perdre. Voilà ce qu'il est. Et voilà pourquoi, elle reposa le tisonnier, il est allé vous chercher un soir de bal en vous parlant d'un domaine et non de vos yeux. Un homme qui a peur de vouloir commence toujours par parler d'autre chose. Louise garda cela pour elle. Elle le rangea, comme le reste, mais dans un tiroir différent. Un tiroir qu'elle n'avait pas l'habitude d'ouvrir. Il y avait quelque chose dans le visage du duc de Vernon qu'elle apprenait lentement à lire. Il y avait quelque chose dans sa manière de poser un registre sur la table sans le lâcher tout à fait, comme s'il redoutait le bruit. Il y avait quelque chose dans ces silences qu'il faisait au milieu d'une phrase, non parce qu'il ne savait pas la finir, mais parce qu'il pesait si elle valait la peine d'être finie. Louise avait cru d'abord que ces silences étaient de l'indifférence. Elle comprenait maintenant qu'ils étaient le contraire. C'étaient des silences pleins, des silences où l'homme réfléchissait à ce qu'il n'allait pas dire. Ce n'était pas de la sécheresse, ce n'était pas du calcul. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas encore le vocabulaire pour nommer. Ils prirent, sans se le dire, l'habitude de se voir dans la petite bibliothèque plutôt qu'au salon. C'était la seule pièce de l'hôtel de Rénieux où l'on fut à peu près tranquille. Il y avait là 2 fauteuils de cuir usés, une table et des rayons de livres, car Mandelfeuille avait rassemblé 100 systèmes par goût, si bien qu'un traité d'agriculture voisinait avec un recueil de fables et un atlas dont les cartes s'arrêtaient à des frontières qui n'existaient plus. Le duc, un soir, prit sur un rayon un petit volume relié de rouge, un recueil de lettres d'un voyageur en Italie, et il le glissa dans sa poche. « Vous permettez, dit-il. Je vous le rendrai. Prenez, dit Louise, il n'est à personne. Il est à vous, dit le duc. Tout ici est à vous désormais ou le sera. Je vous l'emprunte. Elle n'y pensa plus. Elle aurait dû y penser, mais elle n'y pensa plus. De l'autre côté de la ville, cependant, le monde parlait. Le mariage du duc de Vernon avec une fille sans dot connue, car on ignorait encore l'histoire du codicille où on la connaissait mal, était un morceau de choix pour les salons. On en fit des gorges chaudes. On dit que le duc avait perdu la tête. On dit qu'il s'était entiché d'une servante. On dit, c'était Hortense qui le disait, avec des soupirs, qu'il avait été ensorcelé par une fille rusée qui avait su lui cacher sa condition. Et surtout,
On rappela dans tous les salons qu'il y avait une personne à qui ce mariage faisait un tort particulier, Madame de Sérigny. Louise entendit ce nom pour la première fois chez la douairière, un après-midi, dans la bouche d'une visiteuse qui ne savait pas qui était Louise et qui parla librement. « On dit que Madame de Sérigny en est fort affectée, » dit la visiteuse. « On l'a donnée pour promise au duc depuis 2 hivers. Elle a de la fortune, de la naissance, et cette beauté un peu froide qui va si bien avec un grand nom. Chacun croyait la chose faite. Et voilà qu'il épouse, enfin on ne sait qui il épouse, une personne de rien. » La douairière, qui savait très bien qui était Louise et qui l'avait à sa droite, dit de sa voix de sourde: « On sait fort bien qui il épouse. Il épouse Mademoiselle Delfeuille, qui possède le domaine de charme, qui vaut mieux que la moitié des dots de ce salon, et qui a le bon goût de ne pas parler pour ne rien dire. Reprenez du thé. » La visiteuse rougit et reprit du thé. Mais le nom était planté, Madame de Sérigny. Louise le rangea, elle aussi, dans le tiroir qu'elle n'ouvrait pas. Elle ne savait pas encore que ce nom lui reviendrait plus tard, avec un poids qu'il n'avait pas cet après-midi-là. Les semaines passèrent, on était en mars. La neige avait cédé à cette boue lumineuse des fins d'hiver, et les jours s'allongeaient d'une manière presque cruelle, en promettant un printemps qui ne venait pas. Le duc annonça un jour à Louise qu'il faudrait bientôt aller voir Charme de leurs yeux avant les fermages de la Saint-Jean pour régler sur place ce qui devait l'être. Le voyage était prévu pour avril. Une date désormais était marquée, le 23 avril, jour où le régisseur rendrait ses comptes et où la créance d'Hortense, si elle avait un titre, devrait être produite ou abandonnée. Cette date, à mesure qu'elle approchait, se mit à peser sur tout, car Hortense n'était pas restée les bras croisés. Elle avait, de son côté, cherché une pièce, et elle avait laissé entendre, avec des demi-mots savamment dosés, qu'elle en avait trouvé une, un billet, une reconnaissance de dette signée d'Armand Delfeuille. 147 francs et 11 sous, disait-elle, ce n'était que le début. Il y avait eu d'autres avances, d'autres prêts consentis à un mari négligent par une épouse dévouée. Et tout cela, additionné, faisait une somme qui n'était plus petite du tout et qui grevait le domaine au point d'en manger le revenu de plusieurs années. « Nous verrons le 23 avril, » disait le duc quand Louise s'inquiétait. Une reconnaissance de dette se lit, une signature se compare. Nous ne paierons pas un sou de plus que ce qui est dû, et nous paierons tout ce qu'il est. Ayez la patience de la pierre, mademoiselle. Vous l'avez déjà eu 4 mois. Ce fut vers cette époque, un soir de mars où le vent poussait la pluie contre les vitres de la petite bibliothèque, qu'eut lieu entre eux la conversation la plus longue qu'ils eussent jamais eue et la plus proche de tout ce qui n'était pas les affaires. La douairière, qui les chaperonnait, s'était endormie dans son fauteuil, le menton sur la poitrine, et son sommeil leur faisait, sans qu'ils l'eussent cherché, une sorte d'intimité. Le feu était bas. Le duc regardait les flammes. « Vous ne me demandez jamais, dit-il soudain, pourquoi je me suis tue. » Louise leva les yeux de son ouvrage. « Non, dit-elle. »« Pourquoi ?» Elle réfléchit avant de répondre. Parce qu'avec cet homme, elle avait pris l'habitude de peser ses phrases comme lui pesaient ses silences. « Parce que vous me le direz quand vous jugerez le moment venu, dit-elle enfin. C'est ce que mon père a écrit de vous dans une lettre que j'ai gardée. Que vous me diriez ce qui m'appartenait quand vous jugeriez le moment venu. Vous l'avez fait un soir de bal devant 300 personnes. Je suppose que vous aviez vos raisons pour ce soir-là aussi. Je n'ai pas besoin de les connaître pour vous faire confiance. » Le duc resta un long moment sans rien dire. La pluie battait les vitres, la vieille dame ronflait doucement. Il y avait quelque chose dans le visage de l'homme qu'elle ne lui avait jamais vu. Non pas de l'émotion, il ne se serait pas permis de l'émotion, mais une sorte de désarmement, comme si une phrase l'avait touché à un endroit qu'il croyait cuirassé. « Votre père, dit-il enfin, était mon ami. Le seul, peut-être. Nous nous étions connus dans un temps où j'étais un autre homme. Quand ma femme est morte, il est venu. Il est resté. Il n'a rien dit d'utile. Il n'y a rien d'utile à dire, mais il est resté. On n'oublie pas les gens qui restent. » Il s'arrêta. Louise attendit.
Quand il s'est su malade, reprit le duc, il m'a fait venir. Il m'a montré le codicille, et il m'a dit une chose que je vais vous répéter, parce que je crois que le moment est venu. Il m'a dit, ne le lui donne pas trop tôt. Si tu le lui donnes le lendemain de ma mort, elle sera une orpheline riche, entourée de gens qui voudront lui prendre son bien, et elle ne saura pas se défendre, parce qu'elle sera dans le chagrin. Attends qu'elle soit au fond. Attends le moment où on l'aura mise si bas qu'elle n'aura plus rien à perdre. C'est là qu'il faut lui rendre sa liberté, non pour la relever, elle se relèvera seule, mais pour qu'elle sache, en la recevant, qu'elle ne la doit à personne. Louise avait cessé de coudre. L'aiguille était restée en l'air entre ses doigts. Alors j'ai attendu, dit le duc, j'ai attendu 4 mois. J'ai su qu'on vous avait monté au grenier, et je n'ai rien dit. J'ai su qu'on vous refusait des gages, et je n'ai rien dit. Ce n'était pas facile. Il m'est arrivé plus d'une fois de vouloir venir tout renverser. Mais votre père me connaissait mieux que je ne me connais moi-même. Il savait qu'un secours donné trop tôt fait de vous quelqu'un qu'on a secouru. Et il ne voulait pas cela pour vous. Il voulait que vous vous teniez debout d'abord. Le soir du bal, quand j'ai appris qu'on vous y envoyait en haillons pour vous humilier, j'ai compris que c'était le fond. On ne peut pas descendre plus bas qu'une leçon administrée devant 300 bougies. Alors je suis venu. Il y eut un silence. Puis Louise dit, très bas, « Et le mariage ?» Cela, mon père ne vous l'avait pas demandé. Non, dit le duc, cela, je l'ai décidé seul. Il ne dit rien de plus, il n'expliqua pas. Il avait l'expression de quelqu'un qui a posé sur la table la seule carte qu'il ne montre jamais et qui attend. Non pas qu'on la commente, mais qu'on la laisse là où elle est. Louise ne la commenta pas. Elle reprit son aiguille, mais quelque chose dans la pièce avait changé de température, et ce n'était pas le feu qui baissait toujours. Le voyage à Charmes fut fixé, et Louise s'y prépara avec une émotion qu'elle cachait bien. Elle n'avait pas revu le domaine depuis l'enfance. Elle en gardait des images, sans ordre. Une allée de tilleuls, une mare où des oies faisaient un bruit terrible, une serre chaude au bout d'un jardin, et sa mère vivante, en robe claire, cueillant on ne savait quoi dans cette serre. Ces images, elle ne les avait dites à personne. Elle les emportait comme elle emportait le mouchoir marqué d'un A, contre la doublure, au chaud, en secret. Mais avant le voyage, il y eut le bal des Estournelles. C'était, cet hiver-là, le dernier grand bal de la saison avant que le monde ne se dispersât vers les terres. Tout Paris y serait. Le duc de Vernon devait y paraître. Louise devait y paraître à son côté, pour la première fois publiquement en qualité de fiancée. Et Hortense, qui avait 1000 raisons de haïr cette soirée, y serait aussi parce qu'il eût été plus humiliant encore de n'y point aller. Louise avait cette fois une robe. Le duc n'y était pour rien. Elle n'aurait pas accepté qu'il la vêtît. Elle l'avait fait faire sur les premiers revenus du domaine, une avance que le régisseur avait consentie, une robe simple, d'un blanc cassé, sans un ruban de trop. Elle y était belle, d'une beauté qui ne demandait rien. Le bal des Estournelles fut le lieu de sa fausse défaite. Cela commença bien. On la regarda entrer au bras du duc, et cette fois le silence qui s'ouvrit autour d'elle n'était pas celui du mépris, mais celui de la curiosité, et la curiosité dans le monde est presque du respect. On la présenta, on lui parla. La douairière de Vernon, qui l'avait prise sous son aile, faisait le tour des groupes en annonçant, de sa voix de sourde, que sa nièce future possédait le plus beau domaine de Touraine, ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais que personne n'osa corriger. Louise, pour la première fois de sa vie, sentit ce que c'était que d'être quelqu'un dans une salle. Puis Madame de Sérigny arriva. Louise sut que c'était elle, avant qu'on la lui nommât. C'était une femme d'une trentaine d'années, très belle, d'une beauté régulière et froide, vêtue d'un bleu de nuit qui coûtait, à lui seul, plus que le revenu annuel de la métairie du Nord. Elle avait cette assurance des personnes qui n'ont jamais eu à se demander si elles avaient leur place quelque part. Elle entra, elle chercha des yeux, elle trouva le duc, et elle alla droit à lui avec un sourire dont Louise mesura tout de suite qu'il était une arme. « Monsieur le duc, dit-elle assez haut pour qu'on l'entendît autour, on ne vous voit plus. Vous vous cachez à la campagne, dit-on, ou dans les études de notaire. C'est un genre nouveau.
Le duc s'inclina avec cette correction qui ne concédait rien. « Madame, ne me présenterez-vous pas votre... » Elle laissa flotter le mot une seconde de trop. « Votre promise ?»« Mademoiselle Delfeuille, » dit le duc. « Madame de Sérigny. » Les deux femmes se saluèrent. Madame de Sérigny détailla la robe blanche, la mesura, en calcula le prix et sourit d'un sourire qui disait qu'elle avait fini son calcul. Puis elle dit à Louise d'une voix de miel: « On m'a tant parlé de vous, mademoiselle. Votre histoire est charmante. On dit que le duc vous a trouvé, comment dit-on, dans des circonstances si touchantes. Un bal, une robe empruntée, une belle-mère cruelle. C'est un conte. On adore les contes. J'espère seulement pour vous que la suite ressemblera aux contes. Les contes, voyez-vous, s'arrêtent toujours juste avant le second hiver. Je vous remercie de votre souci, madame, dit Louise. Ce fut tout. Elle ne tourna pas le rouge. Elle ne baissa pas les yeux. Elle tourna seulement le visage d'un demi-degré, comme si elle écoutait la musique, et elle lissa d'un doigt le bord de son gant, et elle fit de sa bouche quelque chose qui était la retenue précise d'un sourire. Mais la soirée n'était pas finie, et Madame de Sérigny savait mieux que personne comment on blesse une femme dans une salle de bal. Non par des mots qui laissent des traces, mais par une danse qui n'en laisse pas. Elle demanda au duc, publiquement, de sorte qu'un refus eût été une grossièreté de la conduire dans la contredanse. Le duc, qui ne pouvait refuser sans faire un éclat, la conduisit. Et, la contredanse finie, comme le hasard de la formation les remettait ensemble pour la suivante, elle s'arrangea pour qu'il la conduisît une seconde fois. 2 danses. Dans le monde, 2 danses avec la même femme, quand on est fiancé à une autre, c'est une phrase entière. Et toute la salle la lut. Louise, de l'autre côté de la salle, regardait. Elle était debout près d'une colonne, un verre de sirop à la main qu'elle ne buvait pas, et elle regardait l'homme à qui elle allait donner sa main danser 2 fois, avec la femme que tout Paris lui avait destinée. Elle vit les regards se tourner vers elle pour mesurer sa contenance. Elle offrit à ces regards une contenance parfaite. Mais au-dedans, dans le tiroir qu'elle n'ouvrait pas, quelque chose remuait qu'elle n'avait pas prévu et qui ressemblait à s'y méprendre à la peur d'avoir cru à un conte. Car voilà ce qu'elle pensa, cette nuit-là, en rentrant. Peut-être n'avait-elle été qu'une affaire. Peut-être le duc de Vernon, ami de son père, exécuteur scrupuleux d'un codicille, avait-il ajouté le mariage à ses devoirs comme une clause supplémentaire, par honnêteté, par fidélité à un mort, et sans qu'il y entrât rien de ce qu'elle avait cru, un soir, sentir passer dans la petite bibliothèque quand la vieille dame ronflait. Peut-être Madame de Sérigny avait-elle raison. Peut-être les contes s'arrêtaient-ils juste avant le second hiver. Et peut-être, c'est là qu'elle se fit le plus de mal. Valait-il mieux pour tout le monde qu'elle rendît à cet homme sa liberté avant qu'il n'eût à la lui redemander. Elle mit 3 jours à mûrir cette idée, et le 3e jour, elle la porta au duc. Il vint à l'heure ordinaire, avec son registre. Elle le laissa poser le registre. Puis elle dit, debout près de la fenêtre, les mains jointes, de la voix nette qu'elle prenait pour les décisions. « Monsieur, je vous dois une chose que je ne vous ai pas encore dite. Je vous rends votre parole. » Le duc ne bougea pas. Il avait l'expression de quelqu'un qui a entendu la phrase et qui, avant de répondre, en cherche l'origine, comme on cherche d'où vient un courant d'air. « Pourquoi ?» dit-il. « Parce que vous n'avez pas à m'épouser, » dit Louise. « Vous l'avez décidé seul, m'avez-vous dit. On décide seul beaucoup de choses par fidélité à un mort. Mon père ne vous avait demandé que le domaine. Le domaine, je l'ai. Vous êtes quitte. Il y a dans cette ville une femme qui vous convient mieux que moi, que tout le monde vous destinait, et à qui vous avez donné l'autre soir 2 danses que personne n'a mal comprises. Je ne veux pas être une clause. J'ai passé 4 mois à être quelque chose qu'on ajoute au compte. Je préfère être pauvre et libre que riche et ajouté. » Elle avait dit cela d'un trait, sans respirer, de peur de ne pas pouvoir le finir. Elle se tut. Le feu craquait. De l'autre côté de la table, le duc de Vernon la regardait, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il mit longtemps, très longtemps, à répondre. Ce n'était pas de l'embarras, ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose qui était peut-être le commencement d'une décision qu'il avait toujours reculée.
Les deux danses, dit-il enfin, ont été une grossièreté de Madame de Sérigny et une faiblesse de ma part. Elle a manœuvré pour que je ne puisse pas refuser sans esclandre. J'ai choisi de ne pas faire d'esclandre. J'ai eu tort. Un esclandre eût mieux valu puisqu'il vous aurait épargné 3 jours de doute. Je vous en demande pardon. Il fit un pas, un seul. De l'autre côté de la table, il n'alla pas plus loin. Quant au reste, dit-il, vous vous trompez sur un point et je vais le corriger parce que je ne veux pas que vous partiez avec une erreur dans la poche. Vous n'êtes pas une clause. Votre père m'a demandé de vous rendre votre bien. Il ne m'a jamais demandé de vous épouser. Cela, je l'ai décidé le soir du bal, dans la salle de la marquise de Sombreval, à l'instant précis où je vous ai vu tenir votre manteau sur votre bras comme un bouclier et regarder droit devant vous un point où il n'y avait personne. J'ai vu, à cet instant, une femme qu'on avait mise au plus bas et qui ne pliait pas. Et je me suis dit, moi qui avais juré de ne plus jamais vouloir une chose au point de souffrir de la perdre, je me suis dit que je voulais passer le reste de ma vie de l'autre côté de la table de cette femme-là. Non pour la protéger. Elle n'a besoin de personne. Pour la regarder, ne pas plier. Louise ne dit rien. Elle avait, sans le vouloir, porté la main à sa poitrine, à l'endroit où, sous la doublure, il y avait le mouchoir marqué d'un A. « Vous êtes libre, » dit le duc. « Vous l'êtes depuis le 12 septembre 1815, le jour où votre père a signé ce codicille, seulement vous ne le saviez pas. Je ne vous retiendrai pas. Si vous voulez me rendre ma parole, je la reprends. Et je ne vous en tiendrai pas rigueur, et je continuerai de gérer vos affaires jusqu'à ce que vous puissiez vous en passer, parce que cela, je le dois à votre père. Mais je ne veux pas que vous me la rendiez à cause de 2 danses et d'un mot d'une femme qui vous jalouse. Rendez-la-moi s'il le faut, mais rendez-la-moi pour une vraie raison. » Il y eut un long silence. La pluie dehors avait cessé. On entendait très loin dans la maison une porte se fermer. « Je n'ai pas de vraie raison, » dit enfin Louise. « Alors, » dit le duc, « gardez ma parole et gardez la vôtre. » Il reprit son registre. Il ne s'approcha pas davantage. Il ne lui prit pas la main. Il fit ce qu'il faisait toujours. Il posa ce qu'il avait à poser et il laissa la place à l'autre de le ramasser ou non. Et Louise comprit, à cet instant, ce qu'était cet homme et pourquoi les gens le croyaient froid. Il ne prenait jamais. Il donnait et il attendait. C'était sa manière d'aimer sans risquer de perdre. Ne rien saisir, tout offrir et laisser l'autre venir. Ils partirent pour Charmes le lendemain de Pâques. Le voyage dura 2 jours. La douairière les accompagnait dans une seconde voiture avec une femme de chambre et une provision de coussins qui suffirait, disait-elle, à un siège en règle. On traversa des campagnes que le printemps commençait enfin à toucher. Les haies verdissaient, les champs fumaient au matin. Louise regardait par la vitre. Et à mesure qu'on approchait de la Touraine, ces images d'enfance remontaient une à une et se posaient sur le paysage réel comme des calques. Voici l'allée de Tilleul, mais plus petite qu'elle ne l'avait cru. Voici la mare, mais les oies n'y étaient plus. Voici enfin, au bout d'un jardin qu'on avait laissé aller, la serre. Charmes n'était pas un château, c'était un grand logis de pierre blanche, couvert d'ardoises, avec une aile qui prenait l'eau du côté couchant, exactement comme le duc l'avait dit. Le régisseur les reçut sur le perron. La maison sentait le renfermer et la cire froide. Mais il y avait, dans cette pierre blanche sous un ciel d'avril, quelque chose qui serra le cœur de Louise d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. C'était à elle. Pour la première fois de sa vie, elle entrait dans un lieu qui était à elle, et personne, dans ce lieu, ne pouvait lui refuser un châle. Le 23 avril approchait. Ce fut la course contre la montre du dernier tiers, la date marquée qui pousse chaque scène. Car Hortense, on l'apprit en arrivant, avait envoyé à Charmes son propre homme d'affaires, un certain maître Prel, avec mission de produire, le jour des comptes, la fameuse reconnaissance de dette et d'obtenir du domaine le paiement des sommes qu'elle prétendait avoir avancées à feu son mari. Maître Prel était descendu à l'auberge du bourg. Il attendait son jour. Les jours qui précédèrent furent des jours de travail. Le duc et Louise épluchèrent, du matin au soir, les registres du domaine, remontant année après année, cherchant la trace des avances qu'Hortense prétendait avoir faites. Ils travaillaient côte à côte, dans la bibliothèque de Charmes,
Une vraie bibliothèque, celle-là avec 2 étages de rayons et un petit escalier de fer forgé pour atteindre les plus hauts, et Louise, penchée sur les colonnes de chiffres à la lumière des chandelles, se sentait pour la première fois non pas aidée par cet homme, mais associée à lui. Ils ne se touchaient pas. Il ne se disait rien qui ne fût des affaires. Mais il y avait, dans le silence de cette bibliothèque, où 2 personnes cherchaient la même chose, une intimité plus grande que bien des tendresses. Et ils trouvèrent. Ce fut Louise qui trouva un soir, très tard. Elle remontait, ligne à ligne, les comptes de l'année 1813, quand elle tomba sur une écriture qui l'arrêta. Ce n'était pas une avance d'Hortense au domaine. C'était le contraire. C'était une somme, 147 francs et 11 sous exactement, qu'Armand Delfeuille avait avancé à sa femme, Hortense, pour couvrir une dette de jeu d'une de ses filles, Camille, en juillet de cette année-là, et qu'Hortense n'avait jamais remboursé. La reconnaissance de dette existait, seulement elle était à l'envers. Ce n'était pas le domaine qui devait 147 francs et 11 sous à Hortense. C'était Hortense qui les devait au domaine. Elle avait pris le seul billet qu'elle eut sous la main, l'avait présenté à l'endroit là où il fallait le lire à l'envers, et avait compté sur l'ignorance d'une orpheline pour faire d'une dette qu'elle avait un droit qu'elle n'avait pas. Louise resta longtemps à regarder cette ligne, puis elle appela le duc qui travaillait à l'autre bout de la table, et elle lui montra sans un mot du doigt. Le duc lut, il lut 2 fois, puis il fit ce que Louise ne lui avait jamais vu faire. Il rit. Ce n'était pas un grand rire, il n'était pas homme au grand rire, mais c'était un rire, bref, franc, qui lui changea le visage de 10 ans. Elle s'est prise à son propre piège, dit-il. Elle a produit le seul papier qui prouve qu'elle vous doit de l'argent. Le 23 avril, mademoiselle, ce n'est pas vous qui paierez, c'est elle. Louise ne rit pas. Elle regardait la ligne, et elle pensait à 4 mois de grenier, à un châle refusé, à une robe grise reprisée 3 soirs, et elle éprouvait quelque chose de plus calme et de plus profond que la joie. Le sentiment d'un conte, enfin, remis à l'endroit. Le 23 avril, dans la bibliothèque de Charmes, devant le régisseur, devant Maître Presle qui était venu triomphant et qui repartit blême, devant la douairière qui ne perdait pas une miette, le duc de Vernon fit lire à voix haute la reconnaissance de dette. Il la fit lire lentement, une phrase après l'autre, comme on avait lu le codicille 4 mois plus tôt, dans un autre salon, devant une autre pâleur. Et quand ce fut fini, il dit à Maître Presle, « Vous porterez à Madame de Régneux le compte exact. Le domaine ne lui doit rien. Elle doit au domaine 147 francs et 11 sous, plus les intérêts de 3 années. Mademoiselle Delfeuille, par bonté, renonce aux intérêts. Elle réclame le principal, 147 francs et 11 sous, qu'on les lui compte et que tout soit dit. 147 francs et 11 sous. La somme exacte par laquelle on avait cru manger la terre revenait manger la main qu'il avait avancée. Louise, debout près de la fenêtre de la bibliothèque, écoutait. Et ses mains, sans qu'elle y pensât, avaient sorti le mouchoir marqué d'un A et le pliaient et le repliaient en un rectangle parfait. C'était le geste tranquille de qui vient enfin de solder une dette ancienne et n'a plus désormais qu'à ranger. Maître Presle remballa ses papiers et partit. La douairière déclara qu'elle avait besoin de vin chaud. Le régisseur alla chercher du vin chaud. Et Louise se retrouva seule dans la grande bibliothèque avec le duc de Vernon, un après-midi d'avril où la lumière, pour la première fois depuis des mois, avait la couleur du printemps. Il ne fut pas question du mariage. Il n'en avait plus été question depuis la scène de la petite bibliothèque à Paris. C'était resté en suspens, comme une phrase qu'on n'a pas finie parce qu'on pesait si elle valait la peine. Le duc rangeait des registres. Louise regardait par la fenêtre le jardin en pente, et au bout du jardin, la serre. « La serre est chauffée, dit le duc sans se retourner. J'ai fait rallumer le poêle en arrivant. Elle est à 16 degrés. Les orangers de votre mère n'ont pas gelé. Il en reste 3. Si vous voulez les voir, il vaut mieux y aller avant que le froid ne revienne cette nuit. » C'était tout. Il ne dit rien de plus. Il ne dit pas « je vous aime ». Il ne l'avait jamais dit et il ne le dirait sans doute jamais avec ces mots-là.
Il dit que la serre était à 16 degrés et que 3 orangers de sa mère avaient survécu parce qu'il avait, en arrivant, pensé à rallumer un poêle pour une femme qui, à l'époque, lui avait rendu sa parole. Il avait fait cela sans le dire. Il avait chauffé pour elle une serre qu'elle n'avait pas encore revue, au cas où elle voudrait y retourner. Il y avait quelque chose dans cette phrase qu'aucune déclaration n'aurait contenu. Il y avait quelque chose dans le fait qu'il eût pensé aux orangers de sa mère avant même qu'elle-même y eût pensé, qu'elle mit un instant à comprendre, et qui, une fois compris, changea la couleur de l'air comme l'avait changé un soir de bal, les deux mots en propre. Elle se tourna vers lui. Il rangeait toujours ses registres de l'autre côté de la table, avec l'application de quelqu'un qui a besoin d'occuper ses mains. Il ne la regardait pas. Il attendait à sa manière. Il avait posé la serre sur la table et il laissait à Louise de la ramasser ou non. Elle la ramassa. « J'irai la voir demain, dit-elle. » Puis, après un silence, de sa voix nette, « Et j'aimerais que vous m'y accompagniez, monsieur. C'est mon domaine, mais c'est vous qui avez rallumé le poêle. » Le duc s'arrêta de ranger. Il posa le registre qu'il tenait. De l'autre côté de la table, il leva les yeux vers elle. Et il eut sur le visage, non pas un sourire. Il n'aurait pas su faire un vrai sourire, même là, mais quelque chose qui en était la retenue précise, l'exacte contenance. « Je vous y accompagnerai, dit-il. En juin, si vous voulez, quand les orangers seront en fleurs, il faudra que quelqu'un soit là pour les voir. J'aimerais que ce soit vous. Et j'aimerais, si vous m'en jugez digne, être de l'autre côté de la table quand vous les regarderez. Alors soyez-en, dit Louise. Ce fut tout. Il n'y eut pas de baiser. Il n'y eut pas de main saisie. Il y eut 2 personnes de part et d'autre d'une longue table de bibliothèque dans la lumière d'un après-midi d'avril qui venaient, sans un mot de trop, de décider du reste de leur vie. Le duc de Vernon reprit ses registres. Louise remit son mouchoir dans sa poche. Et dehors, au bout du jardin en pente, la serre tenait ses 16 degrés et 3 orangers, sauvés d'un hiver avare, se préparaient en silence à fleurir en juin. Ils se marièrent cet été-là à Charmes, sans grand bruit, dans l'église du bourg. La douairière pleura et dit que c'était la poussière. Hortense ne vint pas. On lui avait porté, la veille, le reçu des 147 francs et 11 sous qu'elle avait dû enfin compter, et ce reçu lui tint lieu d'invitation, ce qui était plus qu'elle n'en méritait. Madame de Sérigny se maria l'hiver suivant avec un comte plus riche que le duc, et fut, dit-on, aussi malheureuse qu'on peut l'être dans un hôtel bien chauffé. Louise fit relever la métairie du nord et réparer la toiture du côté couchant. Elle ne plia plus jamais de linge par obligation, mais il lui arriva toute sa vie, dans les moments qui pesaient, de sortir un mouchoir marqué d'un A et de le plier en un rectangle parfait, parce qu'il y a des gestes qu'on ne désapprend pas et que celui-là, désormais, ne rangeait plus des dettes mais du bonheur. Elle retourna à la serre en juin. Les orangers étaient en fleurs. Le duc était de l'autre côté de l'allée, à 16 degrés d'un air qui sentait le verre et le sucre, et il la regardait les regarder, ce qui était, pour lui, la manière la plus haute de dire une chose qu'il ne dirait jamais autrement. Elle revint vers la maison quand le soir tomba. La lumière baissait. Quelque part, dans le logis de pierre blanche, une horloge sonna l'heure. Histoire racontée avec un amour serein. Une phrase tomba comme une pièce sur le marbre, un soir d'hiver avare. Un châle refusé, une robe grise et 300 bougies pour la voir. Elle plia sa peur en silence. Elle choisit le chemin que nul n'osait. Et c'est ainsi, sans rien promettre, que 2 étrangers se sont trouvés. Il était l'homme que la ville jugeait froid et lointain. Elle était la femme qu'on croyait sans terre et sans lendemain. Une clause, un domaine, un poêle rallumé dans le froid, et la clé qu'on cachait, tout ce temps, dans la poche même de ses mouchoirs. Une phrase tomba comme une pièce sur le marbre. Un soir d'hiver avare. Un châle refusé, une robe grise et 300 bougies pour la voir. Elle plia sa peur en silence. Elle choisit le chemin que nul n'osait. Et c'est ainsi, sans rien promettre, que 2 étrangers se sont trouvés.
Si des histoires comme celle-ci vous accompagnent dans la nuit, laissez un commentaire et un abonnement. C'est ce qui fait qu'on continue de les raconter ici. Ceci est une œuvre de fiction située dans la France de la Restauration. Toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels ne serait qu'une pure coïncidence.